Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos qu'on a dédiée cette fois au no-code. On l'a intitulée Product Managers Love No Code. C'est une série de 6 vidéos que j'ai le plaisir d'animer avec mon ami Florent, qui est venu spécialement de Marseille pour qu'on fasse ça ensemble. Ça va Florent? Salut Hugo, ça va super et toi? Très bien, au top. Tu nous en dis un petit peu plus sur ce qu'on va Absolument. faire pendant ces 6 talks? Du coup, pour cette série, on a invité tout le gratin de la scène du no-code. On parlera du no-code à destination des product managers pour construire des landing pages, des sites vitrines, automatiser des processus, des back-office, des SaaS. Bref, le no-code est sans limite. Pour ceux qui sont intéressés par tout type de contenu autour du product, vous n'hésitez pas, vous vous inscrivez sur la chaîne YouTube ou vous allez directement sur media.tiga.co. C'est parti tout de suite pour un nouvel épisode. Dans cette vidéo, on va parler de construction d'outils back-office et SaaS grâce au no-code. On vous présentera des outils no-code, des outils low-code, mais surtout, on vous donnera 3 exemples concrets de réalisation. Pour cela, j'ai fait appel aux 3 meilleurs du domaine. Benoît-Marie Flack, qui est le cofondateur de Xar, une solution all-in-one qui permet de construire des applications métiers. Avec sa casquette de CPO, il pilote la roadmap et les nouvelles fonctionnalités de l'outil qui n'a rien à envier à Bubble. Pour la petite anecdote, Benoît-Marie a fait un BEP bûcheron en alternance dans la Chartreuse, comme quoi toutes les études mènent au product. Mon second invité, c'est Louis Lafont, un des rares experts français qui maîtrise l'outil low-code Retool. Louis est également fondateur de Missing Piece. Avec son savoir et sa méthodologie, il arrive à construire un back-office pour ses clients en seulement 5 jours. Kevin Gobay, qui est le dernier invité, est le fondateur de l'agence digital et coworking Digital Village basée à Marseille. Lorsqu'il n'est pas en train de faire du surf, il accompagne ses clients dans la construction de leur application grâce à l'outil Bubble. Et attention, il a été élu meilleur indépendant de l'année par The Independent. C'est parti. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu des exemples concrets de back-office et ou de SaaS que vous avez construits du coup pour vos clients? Qui veut Ouais, commencer? carrément. Vas-y, je commence. Du coup, il y a plusieurs types de demandes que j'ai découvertes au fur et à mesure. En gros, au départ, j'avais un positionnement assez large. Je ne savais pas trop spécialement ce qu'on allait pouvoir me demander avec ce genre de presta back-office. Et en fait, il y a les différents types sont, comme a dit Benoît-Marie, des PM qui veulent pas dépendre de leur tech et en fait, qui ont déjà soit une équipe tech sous l'eau ou qui n'ont pas d'équipe tech tout simplement et qui ont besoin d'avancer très rapidement. Donc, c'est vraiment l'itération rapide sur des POC, sur des proof of concept comme ça, ou des projets de refonte complète de back-office existants qui sont lourds ou qui ont une dette technique importante. Et du coup, l'idée, c'est vraiment de faire table rase et de revenir à zéro. Donc voilà, c'est un peu les différents types de projets sur lesquels moi, j'ai eu l'occasion de travailler. Et un tout premier projet sur lequel je bossais, c'est un projet qui m'a été demandé par une boîte qui s'appelle Zouv, qui fait des vélos électriques sur Paris, enfin en région parisienne plus particulièrement. Et en gros, ils ont un système pour gérer leur vélo, leur flotte de vélos. Et ils sont venus directement me voir sur Malte. Et donc, c'était vraiment un projet très concret. Eux, ils avaient déjà travaillé sur le sujet avec leur PM et ils avaient déjà mis en place des maquettes, etc. Donc, c'était cette première mission, ça a vraiment été une mission très technique dans le sens où ils étaient déjà très au clair de ce qu'ils voulaient faire. Et moi, j'étais là pour mettre en œuvre vraiment ce nouveau système, ce nouveau back-office basé sur l'existant, quoi. Et j'ai eu d'autres missions où c'était des missions vraiment beaucoup plus produits, où là, moi, j'avais un rôle produit, où je travaillais en partenariat avec l'équipe produit pour développer, mais penser même le back-office. Donc, il y a vraiment différents types de boîtes, types de projets, mais vraiment les 2 projets clés, c'est refonte de back-office depuis zéro et avancée très rapide sur des POC alors qu'il n'y a pas d'équipe tech disponible, quoi. C'est vraiment les 2 gros sujets. Avant de parler d'autres projets, est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu plus en détail, Zouv, un petit peu les
les macro-fonctionnalités besoins qui avaient été exprimés et que tu as Ouais. du coup solutionné avec la solution donc, low-code Retool. Ouais. Alors en fait, Zoo, ils sont venus me voir parce qu'ils avaient une API. Donc une API, pour ceux qui ne connaissent pas, ça veut dire Application Programmation Interface, et c'est tout simplement un moyen de communiquer entre programmes, pour les programmes. Donc en gros, ils avaient une API qui fonctionnait, qui permettait de gérer leur flotte de vélos. Donc, ils avaient des vélos, il fallait les mettre à jour avec des nouveaux logiciels, etc. Savoir où étaient géolocalisés les vélos, leur carte SIM, etc. Et vraiment, c'était tout en code. Donc, c'est-à-dire que c'était leur équipe tech qui gérait ça. Et ils avaient commencé à recruter une équipe Ops, notamment pour pouvoir scaler leurs opérations. Sauf que en fait, c'était pas maintenable tel quel, puisque l'équipe Ops n'avait pas les moyens de mettre les mains dans le code et de bidouiller tout ça. Donc, ils ont dû créer un back-office pour gérer ça. Et en fait, c'est là qu'ils avaient le fameux use case d'avoir leur équipe tech sous l'eau. Et donc, ils sont venus chercher un freelance sur Malte à l'époque. J'étais sur Malte, et pour mettre en œuvre ça avec le plus rapidement possible. C'était vraiment le point important. Tu pourrais juste, avant de conclure, nous dire un petit peu des ordres de grandeur sur le temps passé en phase de discovery, conception, et après en phase de delivery. Carrément. Moi, ce que j'utilise comme chiffre qui est assez marquant, c'est qu'en fait, avec ce genre d'outils et ce genre de prestations-là, je mets 10 fois moins de temps qu'un projet classique. Donc, un projet classique, par exemple, pour Zoov, là, ça aurait pris une cinquantaine de jours. Avec, pour un développeur de bon niveau, de mettre en place, de créer un back-office from scratch, donc depuis rien du tout, pour mettre en œuvre ce truc-là. Moi, c'était possible de le faire en 5 jours, sachant qu'ils avaient déjà fait en amont le travail de produit, donc d'arriver avec des maquettes. Évidemment, il y a eu une discussion parce qu'ils ne connaissaient pas l'outil Retool, donc j'ai dû discuter avec eux pour voir ce qui était faisable, ce qui était ajustable, etc. Mais globalement, voilà, on passe de 50 jours à 5 jours. Ok, intéressant. Merci Louis pour l'explication. Est-ce que du coup, Kevin ou Benoît-Marie, vous avez aussi bien sûr des exemples à nous partager? Vas-y Benoît-Marie si tu veux. Comme vous voulez, peu importe. Oui, effectivement, nous, donc, l'exemple que je prends aujourd'hui, c'est celui d'Ornicar, parce qu'en gros, il y a une réglementation qui a changé chez eux liée au permis de conduire, et il fallait qu'ils développent très vite un nouvel outil interne pour gérer tout le back-office de cette nouvelle réglementation liée au permis de conduire. Et ils se sont dit, en fait, comme c'est une réglementation qui peut être mouvante et qui potentiellement peut évoluer dans le temps, on aimerait bien un outil qui puisse permettre de faire évoluer toutes les petites modifications qu'il va y avoir à effectuer. Et on aimerait bien alléger la charge des devs pour qu'ils puissent continuer sur la roadmap sur laquelle ils s'étaient engagés et qu'on n'ait pas de trous dans la raquette liés à cette réglementation. Et donc, l'équipe de product s'est mise en recherche d'un outil avec une problématique qui était assez complexe puisque ça incluait 3 personas différentes sur un seul et même logiciel. Les 3 personas étant les personnes qui passent le permis de conduire, les personnes qui apprennent à passer le permis de conduire et les personnes en interne chez Ornicar qui traitent toutes les données de ces 2 sources, de ces 2 personas. Et donc, sur la même application, il fallait 3 interfaces différentes de 3 personas différentes. Et du coup, ils se sont mis à la recherche d'un outil qui permette de faire ça. Ils ont essayé plusieurs choses sur pas mal d'autres outils. Et finalement, quand ils sont tombés sur nous, à peu près par hasard, parce qu'ils ont juste cherché no-code sur Google, finalement, ils ont dit c'est exactement ça qu'il nous faut. Et entre le moment où on a commencé à travailler ensemble et le moment où ils ont réussi à développer leur premier petit module, il s'est passé à peine 3 jours. Du coup, après, il y en a d'autres qui se sont formés dessus, etc. Et en gros, ils ont créé du coup 3 interfaces, un espace personnel pour l'interne pour gérer l'ensemble, un espace personnel pour les agences pour gérer leurs élèves et un espace personnel pour les élèves qui gèrent aussi toute la partie du coup convocation au permis de conduire. Par exemple, ça envoie un mail automatique pour la convocation avec la convocation en pièce jointe. Ensuite, ça gère la partie prise de rendez-vous pour que le professeur puisse être avec l'élève le jour du permis de conduire, etc. Donc, c'est toute la partie un peu back-office, envoi de mail et gestion du flux et des processus
liées aux convocations de permis de conduire une fois que l'élève a fait ses heures. Donc, si je reprends rapidement, il y a l'élève qui déclare les heures dans une interface qu'il a effectuée avec son professeur, le professeur qui valide les heures de l'élève, et au bout d'un certain nombre d'heures, l'élève qui peut générer et gérer la convocation au permis de conduire. Du coup, il y a un rendez-vous qui est pris, la convocation qui est envoyée par mail, et l'élève et le professeur qui est aussi convié par l'élève à son examen. Voilà. Okay. Et comment as-tu travaillé justement avec Ornicar? Qui était en charge du développement? Comment les personnes ont été formées à l'outil? En gros, ça s'est fait hyper rapidement. C'est-à-dire qu'ils m'ont demandé un compte. D'ailleurs, j'étais en voiture sur l'autoroute et je m'arrête sur une aire. Je leur envoie un compte parce qu'à l'époque, on ne pouvait pas les prendre directement sur notre site. C'était il y a un petit peu de temps. Donc, je leur envoie un compte rapidement. 2 jours plus tard, ils me disent bon, bah, on signe, on a compris comment ça marche. C'est top votre truc, quoi. Ça s'est vraiment fait comme ça. Et à aucun moment, je suis intervenu. Ok. Et donc, c'est des produits. En fait, ils ont juste. C'est les product managers du coup qui ont fait le développement. Ok. Exactement, c'est l'équipe de product manager. Et en fait, ce qui était marrant, c'est que ils ont juste appliqué la méthode habituelle chez eux en product à notre outil, et ça s'y prêtait suffisamment bien pour que ça paraisse fluide, quoi. Ok, on y reviendra sur l'outil XR, parce que pour le coup, il y a vraiment une approche que personnellement j'adore en tant que PM, qui est vraiment l'approche par persona et par user story. Donc finalement, en fait, tu as juste traduit le langage PM dans ton outil. Et je trouve que c'est un des outils, je trouve, le plus accessible pour les PM, parce qu'on est vraiment dans le même environnement et la même méthodologie de travail. Mais on va y revenir après, je pense. Tu pourras nous en dire un petit peu quelques mots. Merci, Madame Marie. Kevin? Alors moi concrètement, j'ai 2 projets en tête, dont un principal, c'est Fastosh, c'est une solution de simplification des retours de commandes. En fait, on est arrivé là-dedans parce que mon associé, lui, s'occupait de l'automatisation. Sauf que l'automatisation, c'est bien, sauf que les commerçants, ils avaient besoin d'avoir des suivis sur le nombre de retours, commencer aussi à avoir des indicateurs sur pourquoi les gens retournent leurs produits, combien ça a coûté les retours, etc. Et une fois qu'on a automatisé les choses, il faut créer un dashboard et en tout cas un back-office pour pouvoir soit les traiter, récupérer la donnée, traiter la donnée, etc. Donc, c'est là-dessus on est parti sur Bubble. Pour rentrer aussi un peu dans la méthodologie, on est 3. Donc, il y a Louis qui travaille sur l'automatisation. Moi, je travaille sur le front et la partie utilisateur PM. Et on est avec un troisième associé qui est Dev. Et lui qui va travailler plutôt sur la partie back. Donc, on s'est quand même réparti les tâches un peu de cette manière-là, sachant que sur le no-code, la partie back, moi, en tout cas, avec le front, j'interviens très vite avec la partie back. En tout cas, on bosse vraiment plus que main dans la main, plus que quand dans une équipe de dev, quoi. Et donc, l'outil permet aujourd'hui de pouvoir mettre en ligne un formulaire pour pouvoir récupérer les demandes de retour des clients, pouvoir personnaliser ce formulaire, et derrière, que le e-commerçant, lui, puisse personnaliser les motifs de retour, suivre le nombre de retours qui sont en cours, ceux qui sont arrivés, ceux qui ont été exécutés, et puis analyser les produits qui vont bien et les produits qui vont mal. Donc ça, voilà, ça c'est un premier outil qu'on a développé on a commencé en septembre, et là, la V définitive doit sortir là dans la semaine. On avait déjà un petit POC, mais là, ça doit sortir dans la semaine. Donc ça a été assez rapide. On a pu discuter avec des concurrents qui ont mis quasiment 1 an et demi à sortir un produit qui est ISO fonctionnalité par rapport à ce qu'on a là. Et surtout, on peut l'adapter à une vitesse incroyable, quoi. Dès qu'on a un e-commerçant au téléphone et qu'on discute et qu'il y a des réflexions qui sont faites qui sont hyper intéressantes, et on peut la mettre en place dans la semaine sans refaire appel à une équipe technique on est archi autonome, quoi. Dans l'équipe, à part un dev, les 2 autres, on n'a pas du tout de cursus tech pur. Et on a pu développer ça sans aucun problème. Alors que sur les autres outils, c'est vraiment du développement sur mesure, quoi. Ça, c'est le premier cas. Et donc, c'est ce qui nous a permis c'est pour ça qu'on a aussi choisi nos codes, c'est de pouvoir créer cet outil dans 6 mois au lieu d'1 an et demi, quoi. Et l'autre projet, c'est pour un client, c'est de la prestation. Alors là, je travaille qu'avec une équipe de dev.
C'est l'intelligence artificielle, c'est la normalisation de données. C'est quelqu'un, grosso modo, qui est capable de trier de la donnée dans un fichier Excel avec de la donnée qui est que dans une seule colonne. Alors, toute l'intelligence artificielle est faite à part, mais nous, on a développé toute la partie back-office et front pour les utilisateurs. Donc, à chaque fois qu'il y a une donnée qui est récupérée, elle monte dans le back-office et puis on peut la traiter, on peut pousser des actions et ça permet aussi de pouvoir permettre à des équipes au sein de ces entreprises-là d'opérer sur la donnée sans rentrer forcément dans le code ou la base de données, quoi. Donc ça, c'était… et il y a un certain nombre de données. Donc, pareil, je vais insister un peu sur la partie performance. Il ne faut pas croire, les outils no-code, c'est aussi performant pour faire des choses qui sont un peu incroyables. De temps en temps, il peut y avoir quelques lenteurs, etc. Mais c'est par rapport au temps gagné et au coût, c'est juste incroyable. Et il n'y a pas besoin, encore une fois, moi j'ai fait ça et je ne suis pas du tout développeur. Alors qu'à côté, il y a l'intelligence artificielle avec de la gestion de données. Donc non, là-dessus, c'est deux projets sur lesquels le choix du no-code est bon, quoi. Et il y a aussi une tendance, là, si je puis me permettre, une tendance que je n'avais pas du tout prévue et que je trouve assez marrante. C'est parmi les logiciels SaaS, donc les équipes product des logiciels SaaS commencent à nous utiliser pour gérer le développement spécifique de leurs clients. C'est-à-dire que dans le SaaS, le développement spécifique, ça a toujours été un petit problème. Du coup, là, ils connectent hyper bien nos API avec les leurs et ils proposent aux clients de leur faire du développement spécifique en quelques heures, non pas par les devs pour ne pas dévier de la roadmap, mais par des chefs de projet. Et du coup, ils gèrent la frustration liée à l'absence de développement spécifique grâce au no-code et en l'assumant. Et ça, je trouve ça très intéressant. Et d'ailleurs, dans cette entreprise-là qui fait la normalisation de données, c'est pareil, c'est qu'une équipe de dev, mais là, il fallait, sur le front, en tout cas sur la gestion du back-office, être hyper rapide pour itérer et parce qu'ils n'avaient pas les ressources. Et en fait, ils ont pris notre équipe, mais aussi en interne, ils ont pris un chef de projet, ils l'ont briefé, en tout cas, ils l'ont formé rapidement sur l'outil. Et en 15 jours, 3 semaines, c'est bon, il avait pris la main et puis c'était parti, quoi. Et donc, on n'est plus du tout dépendant de ces devs pour continuer à travailler avec les utilisateurs et améliorer le back-office de cette entreprise, quoi. Et ce qu'il faut voir aussi dans les outils no-code qui sont des SaaS, en fait, c'est vraiment qu'on a une équipe tech décentralisée qui fait évoluer le produit tous les jours. Donc, en fait, que ce soit pour Retool, pour Bubble, pour Xar et tous les autres, quand on est utilisateur de ces outils-là, en fait, derrière, il y a toute l'équipe tech de Retool, toute l'équipe tech de Bubble, toute l'équipe tech de Xar qui passe tous les jours à améliorer le produit. Donc, en fait, sans investissement supplémentaire, on a des outils qui évoluent et qui deviennent de plus en plus performants, qui ont de plus en plus de fonctionnalités, sans qu'on ait rien à faire. Et ça, c'est vraiment assez incroyable. Moi, j'ai déjà eu littéralement des bugs qui ont été résolus sans que je n'aie à ouvrir mon ordinateur. Et je suis arrivé la semaine suivante et le bug était résolu. Et voilà, quoi. Donc, voilà, on a ce côté développement continu qui fonctionne derrière. Et pour revenir sur ce que tu dis, c'est vrai qu'aussi, il y a toute la partie sécurité. Nous, par exemple, notre tout premier client, ça a été l'armée. Et du coup, c'est vrai qu'on peut garantir à tous nos clients le fait qu'on ait une sécurité qui soit gérée aussi et auditée par des institutions comme l'armée, ce qui n'est pas le cas des petits logiciels qu'on va créer en interne avec du code, qui souvent peuvent être problématiques pour justement la partie sécurité. Justement, messieurs, une petite question, parce que depuis tout à l'heure, on parle de choses qui se déroulent extrêmement bien. Il y a une petite question de Marie que je vous affiche à l'écran, que je vous invite à lire. Oui, alors, effectivement, aujourd'hui, je trouve que les limites sont assez vite enlevées grâce notamment à Zapier et Integromat. C'est-à-dire qu'avec les plus de 3000 connecteurs qu'il peut y avoir sur Zapier et Integromat, il y en aura forcément un qui permettra de faire ce qu'on a envie de faire. Et en revanche, effectivement, les limites qu'on peut avoir, nous, sur notre outil, mais je parle que de notre outil, je pourrais parler des autres si vous voulez, mais sur notre outil, c'est la partie plutôt design, parce qu'on a choisi de contraindre le design pour que ce soit beaucoup plus rapide et qu'on enlève la charge mentale liée au design. Donc, on fait des éléments qui sont préconfigurés, qui sont jolis, quoi. Et du coup, ça permet d'aller très, très vite à composer une interface en drag and drop, au lieu de se poser la question à chaque fois de combien il y aura de radius, à quelle couleur, etc. sur chaque bouton. Mais ça, c'est un parti pris. Donc, effectivement, c'est aussi une limite.
Louis, peut-être un petit mot sur l'aspect composant, parce que je sais que la force de Retool, qui est un outil Ouais. low-code, c'est qu'il y a une librairie de composants existants sur laquelle on peut aussi, on va dire, un peu débrayer pour avoir des composants un peu plus sur mesure, si on veut vraiment une UI un peu plus custom. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu quelques mots? Ouais, bien sûr. C'est la question que j'ai à chaque fois. C'est à quel point je serai limité et dans combien de temps je vais devoir changer. Euh, j'ai jamais eu de cas concret où des clients se sont retrouvés limités. En fait, c'est une peur d'être limité, mais qui ne se justifie quasiment pas, surtout sur du back-office. Ce serait complètement différent si on veut développer un SaaS ou si on veut faire un site ou une web app, parce qu'on a vraiment envie d'avoir le contrôle du branding, le contrôle du look and feel de l'application. Pour du back-office, en fait, on est vraiment sur de l'ergonomie pure, opérationnelle. Donc, il y a moins besoin, c'est ce que disait Benoît-Marie, il y a moins besoin de dire, OK, mon bouton, il va être rouge, il va être vert, il va avoir des corners, des border radius. Donc, pour en revenir aux composants, il y a une librairie grandissante de composants. Donc, c'est vraiment ça qui est intéressant, c'est de se dire que, en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a des composants qui sont rajoutés pendant que je dors, quoi. Donc, tous les jours, je me lève, il y a des nouveaux composants que je peux utiliser pour mes clients. Et il y a effectivement cette option de pouvoir se dire, je peux créer mes propres composants. Donc, c'est des composants React qu'on peut créer. Mais j'en dissuade souvent les clients. C'est plus un moyen de rassurer qu'autre chose. Je dis, si vous avez besoin, vous pouvez créer vos propres composants. Mais la plupart du temps, ne le faites pas parce qu'en fait, c'est vraiment, ça enlève l'intérêt de Retool qui est d'aller vite en ne codant pas ses propres composants. Et 99% du temps, on n'en a pas besoin. Un back-office, c'est des tables, des graphes et des boutons. Kevin, peut-être aura une vision un peu différente parce que Bubble permet, pour le coup, on part plutôt feuille blanche. Comment tu travailles justement cet aspect-là de composants? Est-ce que tu travailles des designers qui te fournissent une espèce de UI kit que tu développes dans Bubble? Voilà. Quelle est un petit peu ta vision et ta pratique sur ce sujet-là? Ouais, alors déjà, je suis entièrement d'accord avec tout ce qui vient de se dire. Je trouve qu'il n'y a pas forcément de limite. Integromat, Zapier, ça permet de sortir un peu peut-être des limites qui pourraient bloquer par rapport à la connexion avec d'autres outils. Et puis, c'est vrai qu'on revient toujours à la même chose. Bubble, ça permet aussi de développer, on pourrait développer un plugin, on peut remettre un peu de code, etc. par-dessus quand on est bloqué, mais ça n'a pas d'intérêt. En fait, le problème de ça, c'est que derrière, après, du coup, il y a de la maintenance. Puis on revient sur le sujet d'avoir fait du code et comment on gère ce code, qui va gérer. Donc, on redevient dépendant de développeurs. Alors qu'aujourd'hui, les outils qui nous sont mis entre les mains, elles permettent de faire 99% du sujet. Alors, c'est vrai qu'avec Bubble, on part d'une page blanche, mais sur la partie back-office et SaaS, encore une fois, c'est un peu toujours la même chose. Donc, soit il y a des plugins comme OpenBuild qui permettent d'avoir des composants déjà préfaits, soit effectivement, on fait intervenir un UI sur on va dire, les éléments principaux, mais après, on crée des kits UI déjà rien qu'au sein de Bubble, on peut déjà aussi paramétrer toute la partie intégration, etc., des boutons, etc. Donc ça se fait assez vite. Et je pense que c'est peut-être un peu au début le bordel quand on découvre Bubble, mais une fois qu'on a commencé à faire plusieurs projets et qu'on a une organisation bien faite, on peut faire des blueprints qui permettent aussi d'aller de pouvoir installer rapidement un nouveau projet Bubble avec déjà en place tous les bons kits qui vont bien et pouvoir aller vite, quoi. Mais j'insiste, c'est vrai qu'il ne faut pas commencer à revenir sur du sur-mesure avec des plugins spécifiques à la solution, etc., parce que ça redevient une usine à gaz et ce n'est pas l'intérêt du sujet. Par contre, effectivement, ça rassure les clients sur le fait qu'au pire, si on n'est pas bloqué, on a des solutions low-code ou code pour pouvoir passer la limite sur laquelle on pourrait buter, quoi. Merci messieurs. Je vous pose une petite question sur un petit peu, on a abordé donc SAR, Retool et Bubble. Justement, est-ce que vous pouvez expliquer à une audience un petit peu néophyte sur le sujet les grandes différences entre ces trois outils et quels sont les autres outils low-code, no-code qui permettent de construire des back-office et des SaaS? Qui veut prendre la main, sachant que si c'est Benoît-Marie, il n'aura peut-être pas une réelle objectivité. Il vaut mieux que ce soit pas moi qui commence. Bah moi, je vais pas dire grand-chose non plus parce que je suis pas
En fait, moi, j'ai pris le parti d'arrêter d'aller dans tous les outils et je me suis concentré sur un qui est Bubble. Donc, je ne vais pas non plus être très objectif. Je ne connais pas les autres correctement pour pouvoir vraiment comparer. En fait, c'est peut-être un peu ça aussi le sujet, c'est qu'il y en a tellement. On peut faire des choses comparables avec ces outils-là. Mais à un moment, si on veut vraiment rentrer dans le cœur de l'outil et le maîtriser, il faut rester sur un outil. Et voilà, Ouais. en tout cas, c'est mon parti pris. Donc, je ne vais pas avoir assez de recul pour pouvoir comparer ça avec d'autres outils comme ça, quoi. Alors, moi, je suis assez d'accord. J'ai comparé quelques outils au départ en faisant un peu pour me rendre compte du marché des outils no-code. Et en fait, c'est tellement un marché en explosion qu'il y a des outils no-code tous les jours qui apparaissent, Ouais. des plus ou moins similaires, etc. Et comme dit Kevin, à un moment, il faut foncer, il faut rentrer dans l'un un peu pour essayer d'en comprendre les tenants et les aboutissants. Je pense que c'est important de choisir des outils qui ont une grosse communauté derrière eux ne serait-ce que pour le support, pour pouvoir se dire que le produit ne va pas disparaître du jour au lendemain, qu'on peut poser ses questions sur un forum, etc. Faut bien avoir aussi connaissance du niveau. Donc, je donne plus des clés pour choisir son outil, mais il faut bien avoir une connaissance du niveau de code qui est demandé. Par exemple, avec Retool, je sais qu'on l'associe à un outil no-code, mais en fait, c'est plus un outil low-code et qui ne nécessite pas, non pas aucun développeur, mais un développeur au lieu de 10, par exemple. Et vraiment, il y a cette notion de code qui existe quand même. Et à partir du moment où on fait quelque chose de non trivial, voilà, on va pas se mentir, il y a un petit niveau de complexité qui existe et qui requiert certaines compétences techniques. Mais voilà, mais ça divise par 10 le temps et les ressources nécessaires, quoi. Donc, faut connaître un peu le niveau de chaque outil. Oui, moi après, ce que je peux dire sur XAR, c'est que du coup, on a pris un peu le contre-pied d'un Bubble ou d'un Retool. Bubble le disent eux-mêmes, hein, c'est juste un langage de programmation visuelle, mais c'est un autre langage de programmation. Donc, c'est un mindset d'informaticien, de développeur. Là où nous, on a vraiment pris le mindset de product, qui est par user story et par persona, avec des éléments préconfigurés, très simples à mettre en place, comme la signature électronique, le paiement CB, le remplissage de documents, même les docx qui peuvent être transformés en PDF Ouais, c'est derrière. très smart, ça. Donc, tous les flows en fait, qui sont assez faciles à drag and drop dans une user story qui prend corps dans une persona, et chaque persona peut avoir sa propre expérience visuelle et sa propre UX parce que bien sûr un client n'a pas envie d'avoir la même chose devant les yeux qu'un gestionnaire en interne, que la comptabilité, que les prestataires, etc. C'est ça. Alors, je crois que Retool et Bubble utilisent un système de template où, en fait, pour ne pas démarrer de zéro, justement, ils ont des user stories préconfigurées, en fait, qui a plus qu'à plugger, Ouais. à configurer. Mais c'est vrai que voilà, c'est une approche peut-être un peu plus bricolage que l'approche de XAR qui va être très use case oriented, quoi. C'est vrai que je reviens sur ce que tu disais tout à l'heure sur le fait d'avoir une communauté, etc. Moi, je ne dirais pas que j'ai choisi Bubble par hasard, mais en fait, ce qui m'a fait choisir cet outil-là, c'est que j'ai trouvé déjà de la formation poussée grâce à Auto avec le bootcamp, etc., qui m'a permis en 3 semaines, clairement, on avait pris en main le sujet et on a gagné un temps de malade sur l'apprentissage de l'outil. C'est ce qui m'a fait décider d'utiliser cet outil-là. Enfin, plutôt que d'aller dans les FAQ du site internet pour comprendre comment ça fonctionne, on passe des plombs. Et l'idée, c'est quand même d'aller assez vite sur l'apprentissage de ces outils. C'est l'objectif de ces outils-là aussi, c'est que la prise en main, elle doit bien se faire. Et donc, c'est un peu le choix ce choix de la formation, en tout cas ce contenu et cette communauté qui m'ont décidé à aller sur Bubble. Faut pas perdre dedans. Très bien. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse donc une question plutôt sur votre vision avant d'aborder les questions, parce qu'il y a beaucoup de questions, donc j'aimerais qu'on les aborde. Chacun à votre tour, comment vous voyez un petit peu l'univers du no-code dans 5 ans en ce qui concerne à la fois les outils, mais aussi les compétences, les talents. Qui seront les power users du no-code et quels seront les outils, selon vous, qui seront les plus utilisés dans 5-10 ans? Question pas très difficile.
Moi, je pense que, alors dans 10, ouais, je pense que ça va assez vite pour ça, mais se dire que j'espère en tout cas que demain, quand on arrivera dans une boîte, on t'ouvrira une boîte mail, et puis on ouvrira ton compte XAR ou Bubble, par exemple. Parce que ça permet quand même de pouvoir, en tant que PM ou en tout cas en tant que je sais pas, comptable, ce qu'on veut, pouvoir développer soi-même son outil métier sans avoir une connaissance technique. Et donc, on est les plus à même à développer son propre outil pour gagner en efficacité, etc. Et donc, je pense que demain, les outils no-code vont être de plus en plus accessibles et vont s'intégrer dans des formations de base pour qu'on arrive en entreprise, on l'utilise comme un PowerPoint, quoi. En tout cas, je l'imagine un peu comme ça, moi, et que tous les corps de métier puissent l'utiliser pour pouvoir vraiment gagner en efficacité au quotidien et simplifier les tâches, quoi. Alors moi, peut-être deux choses. La première, c'est que je vois une grosse tendance du côté des DSI comme force de digitalisation rapide pour réduire vraiment la frustration qu'il peut y avoir entre le métier et l'IT et pour libérer les développeurs sur des tâches un petit peu plus dures que juste du développement métier interne et pouvoir mettre des chefs de projet à côté des métiers pour faire des logiciels. Donc ça, je le vois et notamment, j'ai eu la confirmation parce que j'ai un ami qui a créé une boîte de recrutement pour les DSI. Mandate pour trouver un DSI, nous demande à ce que ce soit un DSI qui soit déjà alerte sur le no-code. Donc pour moi, c'est une confirmation de cette tendance-là. Et une deuxième petite tendance, pour moi, demain on ne dira plus qu'on développe en no-code, parce qu'aujourd'hui on ne dit pas qu'on développe en code, on dit qu'on développe en React, etc. On dira qu'on développe en XAR, en Bubble, en Retool, etc. Voilà. Avant de laisser parler Louis, justement, Benoît-Marie, une petite question là, qui résonne avec ce que tu dis. Une question sur la DSI. Je pense que tu vas être bien placé pour y répondre. Alors ouais, nous, comment on est arrivé dans plusieurs DSI, notamment à la CASDEN, donc du groupe Banque Populaire, c'est vraiment une force de digitalisation rapide, c'est exactement ce que je disais. C'est-à-dire que le DSI a fait former 3 chefs de projet, et ces chefs de projet s'assoient à côté des équipes métiers pendant une après-midi dès qu'un métier demande à avoir un nouvel outil. Et derrière, en gros, ils font un atelier d'une demi-journée, à la fin, ils ont un premier logiciel qui est créé, et ensuite, ils itèrent. Et en fait, du coup, il n'y a plus de conduite du changement, puisque c'est les métiers qui sont derrière l'ordinateur avec celui qui crée, et du coup, c'est eux qui donnent l'impulsion, donc c'est eux qui donnent leurs envies. Donc ils peuvent plus dire derrière, ah bah non, c'est pas ça que je voulais. Bah si, on l'a fait ensemble en fait. Donc voilà, ça c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, c'est que grâce aux API, c'est hyper bien connecté aux SI existants. Et en plus, on a le SSO LDAP qui fait qu'ils n'ont même pas l'impression de se connecter à un outil en plus, parce qu'il n'y a pas de login mot de passe en plus. Et donc, le triptyque entre chefs de projet qui sont formés à l'outil, l'intégration un peu native et le fait de se poser à côté des métiers, permet vraiment d'avoir une sorte de raid de la digitalisation de la boîte pour transformer tous les tableaux Excel qui traînent, dès qu'il y a un petit process un peu embêtant pour l'automatiser, etc. Et je trouve ça très intéressant. Enfin, moi, en tout cas, on a plein de cas d'usage en ce moment avec des DSI, c'est très, très intéressant. Louis, je te laisse partager ta vision sur la question. Carrément. Moi, non, je pense que les prochains outils no-code seront créés avec d'autres outils no-code. Et en fait, ce qui se passe, c'est que y avait un énorme fossé entre les gens très techniques qui savaient coder et les produits, notamment, et les autres personnes qui n'avaient pas cette compétence-là. Et en fait, ce que fait le no-code, c'est qu'il vient rapprocher et combler ce fossé à différents. En fait, c'est un spectre. Et donc, tu vas avoir des gens qui vont faire vraiment du no-code très haut niveau, donc avec éventuellement quelques Zapier, quelques drag and drop par-ci par-là. Et tu vas avoir des gens qui vont être à chaque niveau du spectre, donc des gens très techniques qui vont faire du traitement de données avec certains outils, voire même en code pur. Et puis petit à petit, tu vas avoir des gens qui font un peu de code en retool, mais aussi un peu de drag and drop, et puis du bubble, etc. quoi. Et donc en fait, tu vas avoir vraiment ce spectre d'outils qui vient combler le fossé entre les gens qui ont une compétence technique très pointue et les autres. Et il va y avoir tout un tas de niveaux de compétences entre ces deux extrêmes, quoi. Et donc, je pense que ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point les produits, maintenant, ne sont pas simplement des penseurs, mais vraiment des gens qui vont se mettre à l'œuvre et opérationnellement se dire, bon, j'ai les moyens de mes ambitions, de mes envies, je vais me mettre à cet outil-là qui me permet de le faire assez simplement.
Et puis, si j'ai besoin de creuser davantage, soit je fais appel à une agence, soit je me mets à apprendre moi-même, à me former moi-même sur un outil un peu plus complet et du coup un peu plus complexe aussi. Merci Louis. Une question assez existentielle que tout le monde se pose. Donc Benoît-Marie, Sixar disparaît. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, nous, effectivement, c'est une question qu'on nous pose souvent. Donc, nous, on s'est engagé à rendre le projet open source si jamais on meurt un jour. Donc, ça, c'est contractuel, hein. Il y a déjà une communauté de développeurs qui est prête à reprendre la main, qui est très intéressée, qui nous aide régulièrement d'ailleurs. Mais du coup, voilà, de toute façon, on le fera à la fin. Peut-être qu'on le fera avant, ça, c'est une autre question. Mais en tout cas, voilà, on s'engage à rendre le projet open source, donc installable par n'importe qui sur n'importe quel serveur. Et la deuxième réponse qu'on propose aussi pour les plus grands comptes, c'est un entièrcement auprès d'un assureur. C'est-à-dire que l'assureur va garantir que pendant 20 ans, ce sera hébergé sur un serveur dans l'état dans lequel on l'a laissé et toujours opérationnel. Et enfin, on a mis en place un outil qui permet d'exporter toutes les configurations, toutes les données et tout ça en JSON et en CSV. Enfin, on peut choisir plusieurs formats. Et ça se fait à peu près quand on veut. Ouais, Retool, alors j'ai pas creusé les histoires légales, mais un peu plus ou moins les mêmes conditions. Notamment, ils ont une version open source qu'on peut hoster soi-même. Donc ça, c'est déjà des demandes que j'ai eues pour des gens qui ont vraiment des besoins légaux plus pointus, d'héberger en France, etc. Moi, je le fais pas parce que c'est des choses un peu complexes à mettre en œuvre et c'est pas le cœur de ce que je fais, mais c'est tout à fait possible. Et donc, il y a une version open source qu'on peut utiliser. Et j'imagine que ces contrats-là de maintenance doivent exister aussi chez Retool. Mais c'est une bonne question. Mais à côté de ça, pour l'instant, on n'a pas de raison de mourir, notamment parce qu'on a commencé la rentabilité déjà. Donc, ouais, voilà, il y a ça aussi. D'où l'intérêt de choisir un projet qui a un peu le vent, enfin, pas qui a le vent en poupe, mais qui marche bien, qui a une communauté qui est soutenue, qui est rentable et qui a des investisseurs, etc. Une question de Danaïg. Je pense du coup que tu vas pouvoir y répondre, Benoît-Marie. On en profite d'avoir un Français qui est éditeur de logiciels no-code. C'est assez rare déjà, donc on profite de ta présence. Oui, alors effectivement, nous, enfin en tout cas, je parle juste pour XAR, on est certifié hébergement de données de santé. On travaille d'ailleurs avec pas mal de labos. Et on est certifié RGPD et on est certifié sécurité ISO 27001. Et on est hébergé 100% en France dans des serveurs qui appartiennent à des entreprises françaises uniquement. Voilà. Merci Benoît-Marie. Une question de Martin. Je pense que Kevin va peut-être pouvoir y répondre avec son case study de Wiser ou de Fastoche. Effectivement, alors, moi je dis que ça revient pas forcément à moins cher, tu gagnes juste du temps. Parce que déjà aujourd'hui, je pense que des makers sur du Bubble qui ont des très bons niveaux, surtout s'il y a du traitement de volume de données important, etc., ça coûte cher. En revanche, tu vas gagner énormément de temps sur la partie dev. Et quand il y a des gros volumes de données, aujourd'hui, alors je le dis sur Wiser, la donnée, en fait, l'intelligence de la donnée, elle est gérée quand même en dehors de la base de données de Bubble. Bubble, on va juste taper dans la base de données pour faire afficher la donnée qui est bonne, mais le traitement de la donnée en elle-même, elle est à côté. Donc, je ne vais pas pouvoir répondre. Bah, voilà, typiquement, ça, c'est une solution pour traiter de la donnée de volume avec du no-code, où c'est fait effectivement une partie par des devs quand il y a du gros volume, quoi. Mais la partie front, back-office, elle est faite sous Bubble, quoi. Et on récupère dans la base de données uniquement la donnée dont on a besoin une fois qu'elle est traitée, quoi. Ouais, c'est important ce que tu dis. J'ai eu la même question plusieurs fois. Et en fait, à présent, j'ai l'impression vraiment que le milieu no-code, c'est principalement du front. Il doit y avoir un petit peu quelques outils qui s'occupent de gérer l'opération, enfin, les algos, etc., tout ce qui se passe côté serveur. Mais jusqu'à présent, c'est principalement du front. Et Retool se plug, se connecte très bien à tout plein de bases de données différentes, mais n'est pas sa propre base de données, par exemple. Ouais, alors que Bubble, ça peut être le cas, mais il y a quand même des. Typiquement, je vais prendre l'exemple de Fastoche, où nous, on se connecte quand même à énormément de sites e-commerce avec pas mal de données, parce qu'on récupère toutes les commandes, les produits, les catalogues, les prix, les machins, etc. On traite beaucoup de choses avec Integromat.
Et une fois qu'on l'a traité, on l'envoie dans la base de données de Bubble. Et donc, du coup, pour l'utilisateur, pour le e-commerçant ou l'utilisateur, le client, c'est plutôt assez rapide malgré les volumes de données, parce que c'est une solution SaaS. Donc, on est connecté à un certain nombre de boutiques avec tous les catalogues, avec tout ce qui va avec. Et donc, ça, on le traite en dehors quand il s'agit de la performance, quand les volumes de données sont trop gros, quoi. Une question de Basile que je vais me permettre de répondre donc sur comment se former sur la création, par exemple, des outils SaaS, des back-office. Alors aujourd'hui, sur le marché, on observe beaucoup de formations, que ce soit directement par les éditeurs des logiciels, mais aussi des formations indépendantes de type bootcamp ou formation en ligne. Je pense à Auto, à Noamsey, à Contournement. Mais finalement, aujourd'hui, on forme beaucoup aux outils. Et vous l'avez vu d'après un petit peu l'étude qu'on a faite, la plus grosse problématique aujourd'hui est le choix de l'outil. Et une fois qu'on a trouvé l'outil, c'est savoir comment concrètement on construit notre produit. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un peu le désert aujourd'hui sur ces éléments-là. Et je vous fais un peu de teasing. Avec Tiga et Super PM, nous allons travailler sur des formations activables pour, en fonction de votre besoin, arriver sur une solution tout en apprenant l'outil. Mais l'outil sera simplement, et du coup, le moyen pour y arriver et non pas une approche vraiment de formation à l'outil comme ce qu'on peut voir aujourd'hui. Donc, restez juste, voilà, connectés, ça viendra très rapidement. Et une dernière question, pour le laisser, je pense, sur une question, je pense, sans réponse, hormis si un de vous trois a une très bonne réponse, mais c'est une question que je me suis posée personnellement quand j'étais chez GoJob et je n'ai pas eu encore aujourd'hui la réponse. Moi, j'ai une réponse qui marche plutôt bien, enfin, en tout cas, ou que j'ai pu constater, c'est stagiaire de césure ou stagiaire de fin d'études. C'est une solution de contournement un petit peu comme réponse, mais ça fonctionne, ok. Louis, Kevin, est-ce que vous avez observé un petit peu une solution à cette question? Je suis un peu sec. Ouais, je pense que c'est clairement du delivery, hein, de toute manière. L'idée, c'est de franchir soi-même le pas de construire ces outils. Donc, l'intérêt des outils no-code, c'est de pouvoir donner accès à des gens qui n'ont pas forcément une compétence code. Du coup, clairement, c'est du delivery. Et en termes d'équilibre, bah, après, c'est à chaque PM de savoir comment gérer ça, quoi. Mais c'est une vraie question de context switching. C'est quelque chose qu'on a beaucoup dans le milieu de la tech où on se dit OK, combien de temps je passe à faire du produit versus combien de temps je passe à étudier le marché et à regarder comment je rends mon produit meilleur, quoi. Mais ça, c'est à chaque boîte de le trouver. Je pense que le no-code ne répond pas à ça. Le no-code, c'est juste un moyen de faire du delivery, quoi. Je suis d'accord. Il faut voir le no-code vraiment comme le moyen et pas la solution à tout. C'est un moyen comme un autre d'être avec des avantages et des inconvénients qu'il faut prendre. Et encore aujourd'hui, les inconvénients, en fait, on est beaucoup sollicité quand même sur les inconvénients, mais on a du mal à en sortir, enfin, à en donner beaucoup. À part peut-être effectivement si la boîte ferme, etc. Mais je trouve qu'à chaque fois qu'on me pose la question, en fait, je n'arrive pas à trouver vraiment de gros inconvénients no code pour le moment, en tout cas, dans les cas de figure que j'ai pu rencontrer. Très bien. Je pense que Thibaut, qui sera invité demain, qui a à sa tête une tribe no-code, sera, je pense, aussi bien placé pour tenter de répondre à cette question qui est, je pense, une question existentielle où on est encore en train de trouver l'orga, la méthodologie, product plus no-code. Et je pense qu'on n'est pas encore assez mature en France, mais aussi aux US pour avoir une réponse, on va dire, clé en main. Écoutez, messieurs. Oui. Sur la partie, il y a beaucoup, on essaye de soulever des problèmes. Parce qu'on est encore dans la partie évangélisation, je pense. En fait, ça paraît trop beau pour être vrai souvent. Et nous, c'est vrai qu'on passe plus de temps à répondre à des questions sur des problèmes qu'à essayer de plancher sur des solutions. Et du coup, maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on va dans les boîtes et on fait un atelier d'une demi-journée offert juste pour montrer que c'est possible et que le cas d'usage est tout à fait faisable. Et voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez des questions ou des suggestions, vous les postez en commentaire juste en dessous de la vidéo. Et si vous avez envie d'en savoir plus sur Super PM et sur Tiga, n'hésitez pas à nous pinguer sur nos réseaux sociaux. Et sinon, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.